souvent je fais le substitut parce qu'il y a quelqu'un qui est absent et que donc il faut bien que quelqu'un fasse le cours. Simplement, on essaiera de faire, Mathieu, tu verras, j'ai demandé à Philippe et Michel, et puis peut-être un troisième, qui est quelqu'un qui soit toujours capable de faire le substitut, parce que des fois je ne serai pas là pour me substituer. Comme il faut qu'il y ait des petits cours à chaque fois. Moi, je peux pas partir. Voilà, aussi, voilà, donc quand tu sais que tu vois qu'il n'y a personne qui est là, hop, tu envoies un mail en disant qui c'est qui peut le faire. On sera 3 ou 4 au moins pour pouvoir le faire et pouvoir qu'à chaque fois. Donc je vais vous parler des rickettsia. Les rickettsia, c'est des bactéries intracellulières qui sont transmises à l'homme. C'est pas du tout limité aux arthropodes. On trouve ça dans beaucoup de choses. On trouve ça dans les vers, on trouve ça dans les sangsues, on trouve ça dans les. Mais, bien entendu, les autres ne sont pas transmises à l'homme. C'est les seuls que l'on connaît, les seuls vecteurs qu'on connaît à la transmission humaine, c'est ça. Mais bien entendu, les rickettsia, c'est un monde extrêmement large qui dépasse bien les arthropodes. C'est un bon exemple de ce qui s'est passé dans l'évolution du XXe siècle. Quand on regarde au début du XXe siècle, c'est intéressant de voir comment les choses paraissent ridicules à posteriori, comment ça a été difficile d'imposer un changement de pensée. Au début du XXe siècle, on disait voilà, il y a une maladie qui est le typhus, transmis par les poux. Ça a été très long déjà, ça a pris une vingtaine d'années de voir qu'il y avait 2 typhus. Il y avait le typhus transmis par les puces de souris, on l'appelait le typhus purulent, et le typhus tout. Ça a été très long, ça a pris plus de 20 ans avant vraiment, et c'est Maxi qui a vraiment réussi à démontrer ça. C'était très difficile. Il y a eu, au début du XXe siècle, la première maladie mortelle transmise par les pétures de tique qui était la fièvre pourpre rocheuse, ça c'était les grands tumeurs. Une maladie transmise par les billes dans le sud-est asiatique, probablement décrite au Japon à partir du XVIe siècle, assez ancienne, en mythe. Et puis, les autres maladies rickettsiennes transmises par les tiques, c'est un truc des Américains, c'est quelque chose de fort. Alors ils disaient voilà, nous on a le grand tumeur et vous les petites rickettsiennes. Et c'était comme ça, c'est assez intéressant. Et ça a été très long de sortir ça. Alors en réalité, il y a eu plein de nouvelles maladies rickettsiennes, dont 80% ont été découvertes ici, parce qu'on ne travaillait pas, on a mis les outils qu'il fallait, et donc on a vu quelles étaient les causes de confusion, parfois des formes cliniques de maladies dont on ne pensait pas que c'était rickettsiose, parfois plusieurs rickettsioses qui sévissaient à la fois, et puis il y avait une espèce de légende assez étrange, d'ailleurs, qui était qu'il y avait une seule rickettsiose tique par continent. Donc comme si les tiques étaient répartis comme un risque, le territoire, ben, moi je prends l'Amérique, toi tu prends l'Europe et l'Afrique, moi je prends l'Asie. C'est assez étrange de penser à ça, mais c'était comme ça, c'était enseigné, que moi j'ai appris ça à l'internat, comme ça. Et toc, alors vous avez tous des noms romantiques, là. Mais il n'y en avait rien par continent. Il y avait une espèce de logique de rationalité apparente qui était difficile à démonter, et donc c'était ça. Vous voyez, les maladies rickettsiennes transmises par les tiques. Quand moi j'ai commencé à travailler dessus, voilà, c'était comme ça. Vous connaissez le cadre. Et puis, il y a eu 2 révolutions successives moléculaires. La première, le 16S-RNA, et donc là, la classification à gauche, c'était ce qu'on connaissait de 84. La classification à droite, c'est ce qu'on considère comme étant vrai, qui est probablement pas plus vrai, mais enfin qui est basé sur le 16S. Et vous voyez tous ces changements. Il y avait des bactéries qui sont arrêtées, les mycoplasmes, considérés comme des rickettsia. Il y avait des bactéries qui sont été très proches de Legionella, comme Coxiella, qui étaient dans les rickettsia. Il y avait des bactéries comme les Bartonella, qui sont été très proches des Brucella, qui étaient dans les rickettsia. En réalité, si on regarde la classification des Bosman, c'est pas vrai. Ensuite, il y a eu les diagnostics spécifiques par PCR, et puis la culture, c'est une biopsie de peau, qui a permis de faire exploser le nombre de rickettsia connus, qui tend à être remplacé maintenant par l'écouvillonnage des lésions, en particulier des vésicules et des lésions d'escar. Ça, c'est Bouffort qui a fait ça en Algérie, et qui permet de faire de la PCR. Il faut toujours être très prudent avec la PCR, avoir des contrôles, et surtout jamais faire de test PCR, parce qu'il y a toujours des contaminations, et éventuellement, maintenant, on peut identifier directement les tiques par Maltitov. Et vous voyez ce qu'étaient les rickettsiotiques, ce qu'elles sont maintenant. Bien entendu, on a foutu une panique. Donc
Maintenant, il n'y a plus d'étudiants qui sont capables d'apprendre ça, mais c'est général. C'est comme les arbovirus, c'est comme les bactéries. En 1980, il y avait 1800 bactéries connues, il y en a 12 000 maintenant. Le monde a changé. Les Rickettsia, elles vont changer avec. Alors, pour définir les nouvelles Rickettsia, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais je vais vous raconter la dernière histoire, deux histoires. La première, c'est celle-là. Il ne faut jamais accepter les choses qui sont simples, mais qui heurtent votre évidence. La première, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des fièvres boutonneuses au mois d'août et septembre. Et donc la réponse qui a toujours été apportée pour les gens, par tous les ouvrages, c'était il y a un parallélisme entre la saison des tiques et la saison des Rickettsia. Et moi, dès que je commençais à regarder là-dessus, je regardais, puis j'ai vu des chiens dans la ville, donc je voyais bien que les chiens, les types de chiens, c'est pas du tout, c'est pas été stampé. C'est pas vrai. Alors après, j'avais travaillé avec un entomologiste, s'appelait Gillot, qui trichait un peu, et donc lui disait non, mais en réalité, c'est parce que c'est les stades immatures. Les stades immatures, c'est plus tard, mais c'est pas vrai. Les stades immatures, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas beaucoup. En réalité, et la durée de la période d'incubation, elle est de 7 jours. C'est pas possible qu'il y ait 2 mois et demi ou 3 mois de décalage. Pourtant, vous voyez, ça a été rapporté dans tout le monde. Et puis si vous écrivez un chapitre, vous ferez comme les autres couillons, vous prendrez ce qu'a écrit le chapitre, celui d'avant, vous réfléchirez pas une minute et vous le répéterez. Et vous le répéterez, et vous le répéterez. À l'infini. C'est répété depuis 5 ans. Mais c'est pas vrai. Et donc, on a longtemps cherché. Il y a 2 choses qu'on ne comprend pas. Premièrement, c'est une bactérie qui est transmise de manière verticale chez les tiques. Mais ces tiques qui sont répartis dans le monde entier, parce que depuis Christophe Colomb, les chiens on en est partout, donc les tiques, il y a avec les chiens, il y en a partout. Mais il y a de la boutonneuse ici. Et deuxièmement, la boutonneuse, c'est l'été, alors que les tiques, c'est le printemps. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est une des hypothèses qu'on a, c'est que l'animal qui serait le réservoir, ce serait le hérisson. Il n'y a pas de hérisson en Amérique. Donc on pense que c'est peut-être ça. On sait que le hérisson porte les mêmes tiques, c'est peut-être ça le réservoir. C'est peut-être aussi. Donc peut-être que ça ne s'est pas implanté. La deuxième chose, c'est on a eu une année d'écart de fièvre boutonneuse au mois d'avril, à côté là, à Nîmes. Et ce mois d'avril avait ça de particulier, c'est qu'il était plus chaud qu'il y a eu depuis 30 ans. Et donc, on s'est dit, attendez, peut-être que finalement, c'est une question de chacun. Donc ce qu'on a fait ici, on a pris des tiques, des jeunes tiques non infectés, je vous rassure, vous ne ferez pas manger par les on a eu l'oxycycline, des tiques qui étaient incubées soit à la température du laboratoire, à 20 degrés, soit incubées à 37 degrés. Pour voir ce qui se passe, quel est le comportement des tiques quand on fait ça. Eh bien, vous avez un comportement qui est complètement différent. C'est-à-dire que, ici, vous avez les tiques, si je reviens, ici, vous avez les tiques qui sont à 25 degrés, et au bout d'une heure, il y en a très très peu qui sont attachés, tandis que quand vous avez incubé à 40 degrés, vous avez un tiers des tiques qui s'est attaché en moins d'une heure. Et donc ça veut dire que ce qui est déterminant, c'est pas du tout le nombre de tiques, c'est la chaleur. C'est-à-dire que ces tiques, en réalité, leur seule manière de boire, de s'alimenter, c'est de prendre du sang. Et donc si vous êtes dans un temps qui est sec et chaud, si elles ne boivent pas, elles meurent. Donc c'est probablement ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui module l'agressivité des tiques, qui changent d'autres, qui sont prêts à changer d'autres, à faire n'importe quoi pour boire, c'est qu'elles sont assoiffées par la chaleur sèche. Donc ça, c'est un point dont je crois qu'on l'a résolu. Et une deuxième chose, ça c'est Philippe, c'est bon, c'est pas moi toujours qui sert de jeune et obéissant. En fait, il est déjà professeur, il a été plus gros que ça. On a trouvé un dermacentaure. Pourquoi est-ce que les dermacentaures, on trouve toujours dans le cellate, au petit bola, les piqûres dans le cuir chevelu? Il y a 2 raisons. La première, c'est que vous avez vu, ils aiment le cuir chevelu. C'est pas triché, hein. J'ai mis la tique sur le dos. Elle fonce tout de suite, elle aime les cheveux. D'accord. Et puis la deuxième chose, elle non plus n'était pas affectée. Plaignez pas Philippe, il n'est pas faisant. La deuxième, c'est que ces tiques piquent les animaux qui sont poilus ou chevelus, plutôt les moutons, les sangliers, et donc ce sont des tiques qui ne sont pas des tiques agressives, ce sont des tiques qui guettent les animaux, et donc elles se trouvent sur des herbes à 1 mètre de hauteur, entre 80 cm et 1 mètre 20, et elles tombent sur les animaux qui passent. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est la maladie, la rickettsia, la maladie transmise par les tiques, qui est la plus fréquente chez les enfants. Donc leur cible, ceux qui ressemblent le plus à leur proie habituelle, c'est les enfants. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ont cette piqûre de dermacentaure à cheveux.
Et puis le troisième point, qui a été une grande surprise, ça a été, je ne vais pas insister là-dessus, parce que c'est l'Amérique, ça ne vous intéresse pas tellement. Ça a été ça. Ça a été, quand on a les bactéries sur lesquelles on a travaillé, qui m'a posé deux problèmes. C'est l'infection avec Escherichia coli. Alors pourquoi ça m'a posé deux problèmes? Ça m'a posé deux problèmes parce que la première, c'est qu'au début, je n'arrivais pas à la cultiver. Et il y avait un type qui avait dit, qui s'appelle Hazard, qui avait dit qu'il avait cultivé. Moi, je m'en fichais, je n'ai pas réfléchi, je pensais que c'était une bactérie américaine, c'était trop en Californie. Puis une fois, j'ai reçu des puces d'Éthiopie. On va dire, en Éthiopie, ils sont infectés tous les étés. Il y a beaucoup quand il pleut, la saison des pluies, il y a beaucoup de puces dans les puces. Les gens sont dévorés par les puces et il y a des fièvres. On envoie les puces, on fait la PCR et on trouve Rickettsia felis, qui était connu seulement aux États-Unis. C'est bien, c'est une bactérie, on travaille dessus parce qu'on sait que c'est essentiellement une infection. Donc j'ai demandé à ce Hazard de m'envoyer les cultures. Il a commencé à Torah, il ne m'a jamais envoyé les cultures. Après, j'ai fini par me menacer de dire écoute, tu as publié 3 publications internationales en disant que tu as fait les cultures, c'est la règle. On doit donner les cultures si on pourrait se faire. Il ne m'a jamais envoyé, il a fini par m'envoyer un truc dans lequel il y avait des Rickettsia et il ne l'a jamais cultivé. Et moi, j'ai essayé, mais j'ai récupéré des puces affectées et j'ai essayé de les cultiver pendant un an à 37 degrés, je n'ai pas réussi à cultiver. Et après, j'ai pensé que c'était probablement des souliers de ça, des microbes, des bactéries, des virus transmis par les arthropodes. Souvent, on ne pousse pas à 37 degrés, ils poussent beaucoup mieux à 28 degrés. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi des cultures cellulaires qui sont à 28 degrés et qu'on a pris des cellules de crapaud, et ça pousse très bien. Mais on a réessayé après de faire ce qu'avait fait Hazard avec des inoculums considérables, mais c'est pas vrai. Il n'a jamais cultivé. Il n'a jamais retiré le papier non plus, mais il n'a jamais cultivé. Donc, il y a des gens qui mentent dans la littérature, sachez ça. Il y a des gens qui ne retirent pas leur papier. Mais du coup, on a la bactérie, on peut travailler dessus. On avait trouvé très peu de cas. Et puis, dans le laboratoire que j'ai au Sénégal, on a commencé à faire une enquête prospective sur les causes de fièvre, et on a tout testé, les Rickettsia, etc. Et on avait une PCR qui faisait toutes les Rickettsia, y compris celle-là. On ne cherchait pas du tout celle-là, parce que c'est des gens qui sont très exposés aux piqûres de tic et aux piqûres de puces. Et on a trouvé essentiellement celle-là. Et on a trouvé des taux assez importants, et c'était tellement bizarre que ce soit juste dans mon laboratoire qu'on retrouve Rickettsia felis, dans mon équipe du Sénégal, ça faisait tellement de contamination que je l'ai vérifié dans tous les sens, que j'ai gardé le papier sous le bras pendant un an avant de l'envoyer, et au moment où je vais l'envoyer, dans la semaine, traduit, etc., je reçois de l'Emerging Infectious Disease dont je suis associé éditeur, je reçois un papier qui est exactement le miroir de ce papier, qui est une autre équipe qui fait au Kenya un travail sur la fièvre et qui trouve autant de Rickettsia felis que vous. Donc j'étais rassuré, parce que je savais que ce qu'on racontait était vrai, parce qu'on n'avait aucun lien avec l'autre. Donc j'ai demandé au rédacteur en chef, je lui ai dit je pense que c'est un conflit d'intérêt que j'ai revu, parce que je t'envoie exactement la même manuscrit. Il m'a dit non, analyse-le, je l'analyse, et donc ils ont publié les deux face-to-face avec un éditorial pour dire écoutez, voilà, Rickettsia felis en Afrique. Donc on trouve entre 3 et 6% chez les gens fébriles de ça. Alors eux ont continué, ils ont trouvé l'équipe de Richard, ils ont refait une deuxième étude où ils ont trouvé en particulier qu'il y avait une association Rickettsia felis et paludisme, et qu'il y avait un certain nombre de gens qui n'étaient pas fébriles, beaucoup moins, mais quelques-uns qui n'étaient pas fébriles et qui avaient Rickettsia felis. Donc on a continué ce travail au cours de ces années, on a confirmé qu'on trouvait ça. On a fini par trouver un enfant au moins qui faisait la primo-infection à ça, qui est une éruption vésiculeuse, et là, ça a été écouvillonné, sur cet écouvillon, on a trouvé Rickettsia felis. Et puis, je me demandais quel était le vecteur de ce truc-là, parce qu'on a testé les puces, on trouvait pas les puces, testé le tic, on trouvait pas les tiques, et puis, heureusement, mon laboratoire fait aussi au Sénégal fait aussi le paludisme, mais j'étais assis, et on fait la moitié pathogènes émergents, on fait une journée annuelle de la présentation au Sénégal, et donc la moitié sur les pathogènes émergents, la moitié sur le paludisme, qui était ce qu'il faisait avant que j'arrive. Et bien sûr, en regardant le paludisme, je me suis dit, mais attends, c'est la même chose, c'est la même histoire que le paludisme, c'est-à-dire qu'il y a une incidence considérable, 5-6% par an. C'est pas possible que ce soit immunisant, parce que vous ne pouvez pas avoir 5 à 6% par an dans une population d'une infection qui est immunisante, c'est pas possible. Si vous êtes humain, la population sensible n'arrête pas de diminuer, ça diminue. Deuxièmement, il y a quelques cas chez les patients qui ne sont pas fébriles, comme dans le paludisme. Troisièmement, il y a des rechutes, c'est-à-dire des gens qui font 2, 3, 4 épisodes, comme le paludisme. On peut faire jusqu'à 100 épisodes de paludisme différents si on est exposé. Et donc je dis c'est terrible, ça ressemble trop au paludisme, donc ça doit être vectorisé par la même chose, par les moustiques. Et donc on a testé les moustiques, et on a testé les moustiques à la fois
dans Aedes albopictus, qui est le premier dans lequel on l'a trouvé, et puis ensuite dans les Anopheles, et ensuite on est en train de monter un modèle expérimental sur lequel, ça y est, on transformera des données, on voit que les Rickettsia felis, les moustiques qui piquent les membranes et maintenant qui piquent les hamsters, la première donnée peuvent être infectés par Rickettsia felis, on pense qu'effectivement il y a une superposition, on vient de finir un travail qu'on a envoyé à Christina et collègues, sur lequel on a testé 3000 prélèvements qui vont de la France, qui passent au Maghreb, qui passent au Mali, au Sénégal et au Gabon, et il y a un gradient qui est strictement superposé à celui du paludisme. Il n'y a pas de co-infection, mais il y a une incidence qui est coïncidente, c'est-à-dire qu'on suppose que c'est les mêmes raisons qui amènent le fait qu'il y ait le même vecteur. Et d'une manière étrange, c'est encore une porte intéressante que l'on ouvre, c'est plus personne ne cherche les maladies bactériennes transmises par les moustiques depuis 50 ans. Donc vous entendez parler d'arbovirus, il y a plein d'arbovirus, on cherche les virus, on cherche les parasites, mais pour des raisons que je ne comprends pas, je n'ai pas retracé l'histoire du fait que ça avait été exclu des maladies transmises par les moustiques, mais plus personne ne cherche de maladies transmises par les moustiques, de maladies bactériennes transmises par les moustiques, et il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de maladies bactériennes transmises par les moustiques. La seule vraie question pour pouvoir être vectorisé, c'est d'avoir une parasitémie ou une bactériémie ou une virémie très élevée, parce qu'un moustique, ça prend 1 microlitre de sang, et que donc il faut qu'il y ait au moins 10 puissance 5 microbes circulants pour qu'il en prenne 10. Et un inoculum de 10, c'est très bon. Donc c'est la seule limite, c'est le nombre de microbes qui se trouvent à l'intérieur de ça, et que l'homme soit bactériémique ou virémique ou parasitémique, quand il s'agit de maladies à transmission interne, même ça je le fait, pendant suffisamment de temps pour que les moustiques puissent être infectés. Voilà. Et finalement, une des choses à la fin, parce que je ne peux pas finir par ça, comme on a un lien avec les gens de Montpellier et qu'on a des étudiants en commun, les gens de Montpellier, de la Porte en particulier, et cette équipe extraordinaire qui a réussi à montrer que le virus HIV venait des grands singes, gorilles et des chimpanzés, mais aussi le paludisme. Et il a montré ça, pas en courant après les singes pour leur faire des prises de sang, parce que les gorilles en particulier c'est un peu compliqué, et en plus on n'a pas le droit, mais en regardant dans les selles. Donc on s'est rendu compte que le virus HIV, mais le parasite du paludisme, le plasmodium, se retrouvait dans les selles, d'exploration intestinale. Et donc nous on a dit, mais si c'est le cas, écoutez, on doit trouver ça d'une part chez les hommes infectés, et d'autre part chez les gorilles, parce que les gorilles sont exposés aux mêmes moustiques que nous, ils doivent faire la même maladie que nous, et on doit trouver ça dans les selles des gorilles. Et la réponse, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. D'une part, dans les villages où on a du paludisme et Rickettsia felis, on retrouve Rickettsia felis, l'ADN de Rickettsia felis dans les selles, et on trouve dans celui des grands singes que l'on va tester, et on voit que là aussi, encore une fois, c'est parallèle au paludisme, et il est possible que ce soit les grands singes qui soient le réservoir de cette maladie avec des bactéries plus importantes. Voilà où nous en est les Rickettsia pour l'instant. Donc c'est des bactéries dont l'approche est très très moléculaire parce qu'elles sont de culture extrêmement difficile, et du coup ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement sur le moléculaire. Et la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit leur variété, elles sont toutes traitées par 2 comprimés pris en une fois de doxycycline.